Le cœur de Roquedame, chapitre 3. Nous ne reprîmes la route qu'environ 1 heure après l'incident, car le petit garçon sembla tout d'un coup très faible. Nous avions convenu que tout ce qui s'était passé resterait entre nous, si en échange, il acceptait de nous éclairer. Névis avait trouvé judicieux de nous informer de la source de tous ces problèmes. C'est donc par là qu'il commença. Au départ, nos 2 mondes étaient unis. Une simple marche de quelques jours nous permettait d'aller d'un village à un autre. C'était simple en ce temps-là, paraît-il. Paraît-il ? Eh bien, je n'étais pas encore née. Ce que je sais, c'est grâce aux récits de nos précieux anciens. À l'époque, nos peuples prospéraient. Les récoltes étaient bonnes, les disparitions beaucoup moins fréquentes, et notre bien-aimée et honorable reine attendait l'arrivée de son 2e enfant, un petit garçon qu'elle n'aura pas même le temps de nommer. Et maintenant, laissez-moi vous conter cette histoire comme on me l'a contée depuis mon plus jeune âge. Depuis la nuit des temps, certains d'entre nous sont dotés de grands pouvoirs, les arts. Et depuis la nuit des temps, ces personnes ont dissimulé leur habileté afin de pouvoir vivre en harmonie avec le commun des mortels. Il n'y avait pas de reine pour cette espèce à cette époque, car personne n'avait besoin d'être encadré. Les rapports de force n'étaient pas nécessaires. Tout allait bien. Jusqu'à ce que certains décident de se servir de leur capacité afin de perpétrer des crimes parfois tellement atroces qu'encore aujourd'hui, on n'ose pas en parler. Il nous fallait un sauveur, quelqu'un qui accepterait de tout prendre en charge, quelqu'un qui accepterait de se lever contre ces dangereux personnages, qui assassinaient les mortels sans aucun scrupule, quelqu'un qui ne se connaîtrait aucune limite à son pouvoir, et grâce à qui sortir de chez soi n'impliquait plus de faire ses adieux aux êtres chers. Un jour, une jeune femme se présenta devant le plus dangereux des hommes de cette espèce. Certains racontaient qu'il pouvait détruire un foyer rien qu'en claquant des doigts. La jeune femme en question lui dit qu'elle possédait un rubis qui pouvait provoquer sa faim, et que s'il n'acceptait pas de se tenir aux règles, elle l'utiliserait. L'homme lui cracha au visage et envoya ses alliés à sa poursuite. Seulement, elle ne fuit pas. Cette femme est aujourd'hui notre reine, Éléusie. Ce nom est maintenant légendaire, et le rubis en question était bel et bien doté d'étranges capacités. Il était capable d'annuler les pouvoirs de l'adversaire et de décupler ceux de son maître, car oui, la pierre savait reconnaître son maître. De ce fait, le rubis ne pouvait être dérobé, car dès qu'une personne aux intentions malveillantes tentait de s'en approcher, la reine en était immédiatement informée. Elle le sentait, dit-on. Elle ne s'est jamais trompée. La précieuse pierre était fidèle et ne pouvait seulement être touchée par quelqu'un d'autre. Ainsi, la reine ne pouvait être trahie. Beaucoup la croyaient invincible, et ce fut le cas durant de nombreuses années. Elle eut un premier fils, et c'est grâce à lui que nous sûmes que le précieux bijou avait une faille. En effet, seuls les êtres descendants d'Éléusie elle-même ne pouvaient être repoussés par celui-ci. Ainsi son jeune fils Roquedame pouvait y avoir accès. Seulement, personne n'osa imaginer que le jeune garçon tenterait quelque chose. Je fus choquée par cette révélation. J'aurais voulu dire quelque chose, seulement je ne tenais pas à interrompre Névis. Le récit était bien trop captivant. Lys ne le quittait plus des yeux. On se demande encore comment notre bien-aimée reine, Éléusie, si pleine de bonté, a pu engendrer un tel personnage. Les années passèrent, et le peuple vit le prince Roquedame évoluer vers le chemin de la haine et l'envie. Il attendait avec impatience de pouvoir diriger ce royaume, mais il fallait pour cela qu'il accède au rubis. Un rubis que sa chère mère refusait de lui délivrer, car elle est encore pleine de doutes concernant ce fils qu'elle aime tant, malgré ses vices. Roquedame est impatient. 30 hivers ont passé depuis sa naissance, et toujours pas la moindre promesse de puissance. Il est frustré, mais Éléusie n'a guère le temps de s'en préoccuper. En effet, notre bien-aimée reine attend un enfant. Un enfant pour qui le rubis s'envolera vers le ciel et s'illuminera plus fort que la lune, montrant ainsi qu'il est l'élu. Celui qui sera en mesure de maîtriser tous les arts, tout comme sa mère. Apprenant cela, le prince Roquedame devient méfiant.
Rien ne doit se mettre en travers de son bonheur. La jalousie le ronge, et il commet l'impardonnable. Le jeune garçon se tut, et je m'aperçus qu'il faisait déjà assez sombre. La nuit ne tardait pas à arriver. Continue, le suppliai-je presque. Le récit m'avait transporté, et m'apportait enfin ce que j'avais toujours recherché, la vérité. Nous sommes arrivés. Ne sachant pas où Névis devait nous emmener, je ne savais sur quoi me focaliser. Visiblement, il s'agissait encore de forêt. En fait, le village est un peu plus loin, expliqua-t-il. Mais ici, c'est une sorte de frontière. À partir du moment où nous l'aurons passé, nous bénéficierons de la protection du village, c'est-à-dire que nous ne croiserons plus de vauriens. Puis il rougit en se souvenant de l'incident. C'est ici que tout commence, pensai-je. Et j'étais encore loin d'imaginer à quel point j'avais raison. Nous ne faisions qu'emprunter les chemins alentours sans nous approcher du centre. Progresser dans l'obscurité était un réel défi, pour des raisons évidentes. Mais le plus dur était de contrôler nos peurs, car loin de tout, nous ne pouvions que nous sentir vulnérables. J'apercevais quelques lumières et percevais l'ambiance festive qui semblait régner dans le village. J'en fus surprise, car d'aussi loin que je me souvienne, il n'y avait jamais eu de célébration chez nous. Le trajet ne fut pas très long. Nous marchâmes encore quelques minutes avant de nous arrêter devant une immense maison. Je n'en avais jamais vu d'aussi grande. Elle semblait s'étendre à l'infini et ravissait les yeux de ses somptueuses décorations extérieures. Il était difficile de bien les distinguer dans l'obscurité. On pouvait apercevoir de nombreuses pierres de toutes les couleurs, s'illuminant d'elles-mêmes et disposées de manière symétrique. La plus lumineuse d'entre toutes était accrochée au cou d'une statuette située au sommet de l'immense bâtiment. Elle semblait dominer tout le reste. Elle représentait une femme levant les mains vers le ciel. Je compris qu'il s'agissait de la reine trahie par son propre fils. À l'intérieur, il semblait y avoir beaucoup d'agitation. J'eus un mouvement de recul. Névis se retourna vers nous. Impressionnant, souffla mon ami. Vous vous ferez passer pour de nouvelles élèves. Personne ne doit savoir, vous entendez? Mon regard croisa celui de Lys. Dans quoi est-ce que nous nous étions embarqués? Je ne comprends pas, dit Lys. Où sommes-nous? C'est ici que l'on enseigne la maîtrise des arts. Le jeune garçon n'eut pas le temps de nous en dire plus. La porte d'entrée venait de s'ouvrir, laissant apparaître la fine silhouette d'une jeune femme. Elle s'avança lentement vers nous, ne prenant pas la peine de refermer derrière elle. Je me rendis compte qu'elle portait un vêtement semblable à celui de Desmorior, en beaucoup moins imposant. Ou bien est-ce elle qui paraissait plus frêle? À son arrivée, Névis inclina légèrement la tête. Elle s'accroupit face à lui de manière vive et élégante, et lui releva délicatement le menton. Sa proximité me permit de mieux la détailler. Elle semblait en fait très jeune, la vingtaine, sûrement un peu plus. Et son visage en forme de cœur était mis en valeur par une coupe très courte, de grands yeux noirs et de longs cils. Elle fixa le jeune garçon un instant puis parla. « Où est-il » chuchota-t-elle, souriante, presque charmante. Elle ne jeta même pas un regard dans notre direction. « Pardonnez-moi, Isla, il ne m'a rien dit, » répondit Névis. Le jeune garçon semblait affolé. Elle fronça les sourcils puis se releva d'un bond. Elle était presque trop vive, j'avais du mal à la suivre. Elle semblait tout à coup très contrariée et serrait les poings. Elle ne souriait plus. Névis recula et nous fîmes pareil. « Fais-les entrer, » dit-elle avec dégoût. Ses yeux croisèrent les miens et un frisson me parcourut. C'est de la haine que je vis traverser son regard. Je le soutins pourtant. Nous restâmes là de longues secondes, me sembla-t-il. C'est Névis qui me tira par le bras pour me mener vers l'intérieur. Je détestais déjà Isla. Une fois éloigné, Névis me fit part de sa pensée. « Qu'est-ce qui t'a pris » chuchota-t-il. Il était rouge de colère. « Crois-tu vraiment que tu survivras 5 minutes ici? Si tu te comportes de la sorte, Isla n'est pas n'importe qui. Tu as de la chance qu'elle ait été de bonne humeur. Il est rare qu'elle tolère les impertinences. » « Qui est-elle » demandai-je faiblement. « Elle fait partie des seconds. Ils viennent juste après les fondateurs. » « Océane » l'interrompit Lys. « Tu vas bien ?» Je ne répondis pas. Je me sentais tout d'un coup très faible, trop faible pour parler ou esquisser le moindre geste.
Je tentai d'avancer, mais oscillais dangereusement. Lys me rattrapa à temps. J'avais très froid et la tête me tourna violemment. Mon changement d'état avait été bien trop brutal pour être naturel. Je sentais mes forces me quitter avec une rapidité effrayante, et bientôt c'est ma vue qui se mit à baisser. « Je t'avais prévenu, » chuchota Névis, le regard rempli de peur. Puis la dernière chose dont je me souvienne fut une voix qui, tout près de mon oreille, me chuchota. « Cela te servira de leçon. » Je reconnus son odeur presque immédiatement, et sentis ses petites mains maladroites me caresser les cheveux tendrement. J'aurais voulu la voir et pourtant je n'osais ouvrir les yeux, de peur de détruire ce moment de bonheur. En effet, à cet instant, il était facile de penser que je me trouvais dans mon lit, à la maison, et que comme pratiquement tous les matins, Ilia était venue s'allonger près de moi. Que comme tous les matins, j'étais dérangée par le rayon de soleil qui filtrait à travers mon rideau déchiré, et que comme tous les matins, maman m'appellerait pour le petit déjeuner. Malheureusement pour moi, la réalité était tout autre, et les seules choses que mon rêve n'avait pas emportées avec lui furent le soleil et Ilia. J'avais du mal à y croire. La petite fille était bel et bien là. Elle s'était blottie contre moi et attendait que je me réveille. Je m'empressai de la serrer dans mes bras et un sourire illumina son visage. Elle était calme et me fixa de ses grands yeux un instant, puis tourna la tête vers un autre côté de la pièce. C'est à ce moment-là que je me rendis compte que nous n'étions pas seuls. Lys et Howl, la mère d'Ilia, nous observaient. Le visage de Lys s'illumina en même temps que le mien lorsque je les aperçus. Je me levai d'un bond et me jetai dans leurs bras. Howl fondit en larmes. « Pardonne-moi, Océane, j'ai tout gâché. C'est de ma faute. Je ne voulais pas, mais tu comprends, il est mort, et j'avais peur pour Ilia. Pardonne-moi. » Je me retournai pour observer l'endroit où je me trouvais. Il était banal. 3 lits étaient disposés n'importe comment dans la pièce, et les murs de briques rouges étaient laissés nus. Cette fois, je me souvenais exactement pourquoi j'avais atterri ici, et que l'auteur de tout cela était Isla. Un sentiment de colère m'envahit, et dans un élan incontrôlé, je me dirigeai vers la porte pour la retrouver. Suicidaire, je l'étais peut-être, mais au fond de moi, je sentais bien qu'il était tout simplement hors de question que je me laisse traiter de la sorte. Ne te fatigue pas, la porte est verrouillée. Nous sommes dans la partie est, c'est la plus éloignée du bâtiment central, et il est pratiquement impossible de soupçonner sa présence, même de l'extérieur. Howl porta une main à son front. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Howl, pourquoi est-ce que maman nous a envoyés ici? Je n'y comprends plus rien. Qui sont tous ces gens? D'après Névis, il nous est possible de retourner de l'autre côté. Mais il nous faut un complice. Il faut que je retrouve ma mère, Howl, tu comprends? Et moi mon père, renchérit Lys. Dis-nous tout ce que tu sais. Howl prit Ilia dans ses bras. Cette dernière voulait jouer. Sa mère sembla ne pas l'entendre. Alors elle se mit à tripoter les boutons de sa robe. Howl prit une grande inspiration, puis parla. Il faut que vous sachiez la vérité. Son regard devint intense. L'armée blanche n'a pas l'intention de faire venir Aurel ou qui que ce soit d'autre. Mon cœur cessa de battre. Était-elle en train de me dire que je ne reverrai jamais ma mère? Les passages ont été bien trop fréquents. Et Névis est très jeune, il ne sait pas tout. C'est ici que l'armée blanche se forme. Je ne sais pas si Névis vous a déjà parlé des arts, mais laissez-moi vous expliquer. Comme vous le savez, sur cette partie de la Terre, les gens normaux cohabitent avec ceux dotés de pouvoirs exceptionnels, que l'on appelle les arts. Il s'agit d'aptitudes spéciales qu'il faut apprendre à maîtriser, et c'est le but du lieu dans lequel nous nous trouvons. C'est une sorte d'école, si vous préférez. Il y a par exemple l'art de l'illusion, qui peut être redoutable, l'art du déplacement, l'art du contrôle, l'art du temps, de la guérison, de la métamorphose et tellement d'autres. L'heure de l'affrontement final est proche, et depuis des siècles l'armée blanche s'y prépare. Bientôt le fils tant recherché réapparaîtra et affrontera son frère aîné, et alors l'armée blanche sera là pour l'aider. Comment retourner auprès de ma mère? J'y viens, dit-elle d'une voix douce. Ici nous sommes considérés comme des sortes de prisonnières. Ils ne peuvent pas nous laisser nous mêler au monde extérieur, car ils ont beaucoup trop peur, et ils nous verraient immédiatement comme des ennemis, des espions envoyés par Rockdam. Nous serions bien entendu tués, et l'armée blanche si respectée perdrait de sa crédibilité.
mais surtout de ses fidèles, et nous devons éviter cela. C'est déjà assez difficile. Il y a des siècles après la séparation, Bogdan a éliminé toute personne prisonnière de son côté étant susceptible de maîtriser un art quelconque. Et croyez-moi, ce fut une grosse perte. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous réussissez à rejoindre l'armée blanche, vous aurez accès à de nombreux savoirs. Et parmi ceux-ci, la connaissance de l'art du déplacement. Le passage peut se faire autrement que par l'union des clés, je le sais. Seulement, il y a un petit problème. Lys et moi ne maîtrisons aucun art. Eh bien, figure-toi, Océane, que tu aurais dû être morte après ce qui cela t'a infligé. Et pourtant, tu es toujours là. Ah, qui est-elle exactement, demandai-je. Elle fait partie de Second. Ce sont les plus puissants après les fondateurs. Et c'est eux qui s'occupent de l'enseignement de la maîtrise des arts. Isla est particulièrement douée. Elle était élève avant de passer Second, ce qui est assez courant. Seulement pour elle, cela a pris beaucoup moins de temps. Ses aptitudes font qu'elle est devenue un membre indispensable, mais ses sauts d'humeur en effraient plus d'un. Tu as eu beaucoup de chance, même si je pense que la chance n'est pas la seule responsable de ta survie. Je sais ce que tu ressens, mais crois-moi, ce serait une erreur de t'attaquer à Isla, en tout cas maintenant. Il y a une chose que je ne comprends pas, dit Lys. Si tout cela s'est produit il y a des siècles, et que Rogdam a emporté avec lui le rubis qui donne le pouvoir de l'immortalité, son jeune frère devrait être mort à l'heure qu'il est. Crois-moi, nous l'aurions su si tel avait été le cas. Par je ne sais quel miracle, cet enfant est toujours en vie et visiblement très bien protégé. Le réel problème est pour nous de savoir si nous cherchons un adolescent, un homme, un vieillard. Les fondateurs voyagent en permanence dans le monde entier, et cela depuis des siècles, afin de le retrouver. Parle-moi des fondateurs. Comme leur nom l'indique, ce sont les créateurs de l'armée blanche, les premiers membres de celle-ci. Ils sont 3. Falco, Esmera et Demorior. C'est à eux que notre reine nous a en quelque sorte confiés, et cela non sans raison. Ils maîtrisent leur art à des niveaux effarants. Si j'avais bien assimilé toutes les informations, l'armée blanche avait besoin de monde, et si je voulais retrouver ma mère, il fallait que je m'introduise dans leur cercle restreint. Le tout était maintenant de savoir comment. Comment fait-on pour faire partie de l'armée blanche? Tout ce que je sais faire, c'est me battre, Hall, et je ne maîtrise aucun art. Il y a encore un jour, j'ignorais que tout cela existait. Je pense qu'il se passe quelque chose avec toi. Tu comprends, tu n'aurais pas dû survivre. Je réfléchis un instant, puis je compris. C'est le pendentif, criai-je. Je l'attrapai. Il était toujours là. C'est lui qui m'a protégée. Tu ne comprends pas. Ce pendentif n'est qu'un minable obstacle au pouvoir d'Isla. Ce qui s'est produit hier en intéresse plus d'un. Très peu d'humains normaux réussissent à développer des pouvoirs. Seulement ces rares cas ont déjà été observés. Ils ont commencé à se manifester peu après l'épisode de la séparation. Ils sont donc un atout énorme, car Rogdam ignore leur existence. Je crois que tu fais erreur. J'ai vu ce qui s'est passé, dit Lys. Tu t'es effondré, et Nevis m'a présenté ses condoléances. Elle secoua la tête comme pour s'échapper d'un mauvais rêve. J'ai cru que je t'avais perdu à jamais. Puis tu t'es remise à respirer. Mais que m'a-t-elle fait exactement? Elle t'a vidé de toute ta chaleur corporelle. Tu comprends pourquoi ta survie ne peut relever de la chance, car tu as produit ta propre énergie, ta propre chaleur. Et il faut un certain contrôle de soi pour cela. Isla avait l'intention de me tuer? Eh bien non, en fait. Isla pense que vous êtes de simples élèves, et pour les gens dotés de pouvoir, il s'agit d'une aptitude tout à fait normale. Elle utilise ce qu'elle t'a fait comme punition, car cela est très désagréable, mais bien entendu, poussé à l'extrême, peut mener à la mort. Les fondateurs ont été informés de l'incident, et ils vont venir te chercher, Océane. Venir me chercher? Je comprenais lentement ce que cela signifiait. J'allais être séparée de Lys. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, je n'avais pas peur cette fois. Je pris la main de mon ami, fixai mon regard dans le sien, afin de lui communiquer l'intense conviction qui m'animait. Je ne t'abandonnerai jamais. Elle sourit, un sourire à la fois tendre et résigné. Réfléchis.
Tu es notre seul espoir. Si tu réussis à te faire passer pour l'un des leurs, tu seras en mesure de récolter assez d'informations pour nous sortir de là. Tu comprends? J'ai toujours su que tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Tu ne baisses jamais les bras et tu tiens toujours tes promesses. Je possède en toi une force insoupçonnée, alors je t'en supplie, serre-t'en. Nous nous retrouverons. Tu reviendras me chercher. Elle tourna la tête vers Hall, comme pour avoir une confirmation. Hall lui sourit tristement. Océane sera très surveillée. Ici, nous sommes à Def. Ce village est exclusivement peuplé par des gens qui, comme elle, possèdent un don. Ils nous emmèneront à des kilomètres d'ici, probablement à Vinties, Serblon ou encore Ibsen. Retiens tout de même bien ces noms. Je regardais la main de Lise dans la mienne, tout en me disant que je redoutais le moment où je devrais m'en séparer. Un moment qui arriva bien trop tôt à mon goût. Derrière la porte, j'entendis une voix, celle de Névis. Incroyablement stupide et inconsciente avec tout cela, inadmissible, disait-il. La cible de ses propos ne m'était pas inconnue. La porte s'ouvrit lentement et je vis Névis nous tournant le dos, marchant à reculons tout en parlant. J'ai fait tout ce que j'ai pu des Moriors, mais cette idiote refusait de m'écouter, et impossible de la raisonner. Névis n'avait pas changé. Effectivement, il discutait avec des Moriors. Je ne l'aperçus pas tout de suite, mais lorsque celui passa la porte, je fus de nouveau frappé par tant de présence. Il s'avança, le visage grave, et comme d'habitude, il ne regarda pas dans notre direction. Il n'entra pas seul. Il était suivi d'une magnifique jeune femme, tout aussi impressionnante si ce n'est plus. Elle portait une robe légère très courte, sur laquelle était accrochée une somptueuse traîne, faite d'un voile infiniment fin, et striée de haut en bas par de minuscules perles rouges scintillantes. La traîne laissait apparaître de longues et fines jambes. Sur celle de droite était tatoué un serpent s'enroulant autour de son mollet, et ouvrant grand la gueule prêt à attaquer. Le plus impressionnant chez elle était sa chevelure d'ébène, tressée en une longue natte si longue qu'elle traînait au sol. Je devinai qu'il s'agissait d'Esmera, l'un des 3 fondateurs. C'est alors avec impatience que j'attendis de découvrir Falco. Celui-ci s'avança lentement et se posta au milieu de la pièce. Il portait le même habit étrange que des Moriors, mais contrairement à ce dernier, il ne cessait de sourire et paraissait très doux au premier regard. Il était grand, et de nombreuses cicatrices lui barraient le visage. Malgré cela, il restait plaisant à contempler. Ses cheveux blancs comme la neige illuminaient son visage. Il semblait à peine plus vieux que des Moriors. « Alors, de laquelle s'agit-il » demanda-t-il l'air heureux. Névis se retourna enfin, puis en m'apercevant, il ouvrit de grands yeux. « Vivante » cria-t-il. Il paraissait presque déçu. « Personne ne m'a mis au courant de cette absurdité » chuchota-t-il pour lui-même. Encore une fois, avec Névis, la situation aurait pu être comique, si le moment n'avait été aussi grave. « Je suppose qu'il s'agit de cette jeune femme, » devina Falco en me désignant d'un signe de tête. « Approche, n'aie pas peur. » Il me tendit une main et fit un pas en avant tout en me fixant de ses grands yeux pétillants de curiosité. Voyant que je ne réagissais pas, Lys me donna un coup discret de coude. Après un dernier regard pour ma meilleure amie, j'avançai lentement, hésitante. Falco souriait toujours. Il semblait être le genre de personne dotée du pouvoir de patience infinie, et j'avais envie de lui faire confiance. Arrivée à sa hauteur, je me sentis insignifiante. Je glissai ma main dans la sienne, immense. Il sourit de plus belle. « Bienvenue, jeune fille. Tu as un nom, j'imagine. » Alors voilà, c'est le chapitre 3. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à commenter, à aimer. Et on se retrouve plus tard pour le chapitre 4.